Parents, à quel moment avez-vous compris que votre enfant n'était pas comme les autres? Ma fille Emma, qui a 7 ans, s'est inventé un ami imaginaire qu'elle a baptisé Monsieur Patches, une silhouette sombre affublée de plusieurs bras et yeux qu'elle ne cessait de dessiner. Lorsque un jour elle a tenté de mettre des gouttes pour les yeux dans le biberon de son petit frère en déclarant « Monsieur Patches dit que Jake le verra bientôt », nous avons découvert, effarés, des cahiers entiers remplis de plans élaborés pour lui faire du mal. Elle avait appris toute seule à crocheter les serrures grâce à des vidéos YouTube, rien que pour s'introduire dans sa chambre, et elle s'était même griffée jusqu'au sang afin de nous accuser de maltraitance quand nous avions voulu l'aider. Pourtant, aussi loin que je me souvienne, Emma n'avait jamais prononcé un mot devant nous, ou qui que ce soit d'autre. Elle était d'une timidité maladive, au point de détester parler. Je n'oublierai jamais ce jour où, la regardant à travers la grille de l'école, je l'ai vue organiser un goûter en grande conversation, avec des chaises vides, faisant semblant que quelqu'un riait à ses blagues. C'est à ce moment-là qu'Emma s'est mise à passer tout son temps avec un adulte imaginaire, Monsieur Patches. Au début, on trouvait ça presque rassurant. Il lui apportait cette confiance que seuls les amis savent offrir aux enfants, un soutien que même la famille ne pouvait lui donner. Je revois encore la scène, le jour où elle est rentrée de l'école, toute fière de sa première invitation à un anniversaire. Sarah s'est effondrée en larmes dans la cuisine. On croyait que notre petite était enfin acceptée. Pourtant, en l'espace de quelques mois, tout l'univers d'Emma s'est peu à peu réduit à Monsieur Patches. Elle passait de longs moments enfermée dans sa chambre à discuter, alternant sa voix et celle de son ami imaginaire. Ses nouveaux copains d'école ont fini par refuser de venir jouer à la maison, prétextant que Monsieur Patches les mettait mal à l'aise. Emma leur lançait, sans ciller, « Monsieur Patches n'aime pas ta façon de respirer si fort. » Un soir, j'en ai parlé à ma femme qui m'a simplement répondu « Qu'ils aillent voir ailleurs. S'il ne supporte pas les petits travers d'Emma, c'est qu'il ne mérite pas son amitié. » J'étais du même avis, convaincu qu'il s'agissait de notre précieuse Emma. Mais tout a basculé le jour où Sarah est tombée sur les dessins d'Emma. Sur ces feuilles se trouvait la chose la plus inquiétante que j'ai jamais vue. Une scène de famille presque banale, si ce n'est qu'une grande silhouette noire, dotée de multiples bras, jambes et des yeux plantés tout du long, se tenait derrière nous. Notre bébé Jake, lui, avait des croix à la place des yeux. En bas, Emma avait écrit « Monsieur Patches dit que Jake le verra bientôt ». On a tenté de garder notre sang-froid et on lui a demandé de nous parler de ses dessins. Elle a tout de suite réagi avec un immense sourire. « Oui, papa, c'est super, tu ne trouves pas ? Maintenant, Monsieur Patches vit en chacun de nous. Ma femme et moi avons quitté la pièce aussi vite qu'on a pu. Sarah s'est mise à hyperventiler, effondrée, sanglotant qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait à notre fille. J'étais bien incapable de la rassurer. » On se sentait totalement dépassé, impuissant. Mais alors qu'on tentait de réfléchir à comment protéger Jake, la situation a pris une tournure que je n'aurais jamais envisagée. Tout a commencé avec nos détecteurs de mouvement, qui se déclenchaient invariablement chaque matin vers 3 heures. En visionnant les images de la caméra de sécurité, j'ai vu Emma traverser la maison, ouvrir les fenêtres, déverrouiller les portes, puis rester là, un sourire étrange aux lèvres, à faire signe à quelque chose d'entrer. Elle attendait quelques secondes, refermait, puis étreignait le vide, comme si elle serrait quelqu'un dans ses bras. J'étais tellement terrifié par son comportement que je ne savais même plus comment lui en parler. Alors, je n'ai rien dit, jusqu'au jour où Emma a failli s'en prendre à notre bébé. C'était l'heure du biberon, et le temps d'une seconde d'inattention de Sarah, Emma a versé des gouttes pour les yeux dans le gobelet de Jake, cachant le flacon derrière son dos et prétendant, l'air angélique, que ce n'était que de l'eau. Paniquée, Sarah a jeté le biberon à l'évier, et, alors qu'elle allait réprimander Emma, celle-ci l'a coupé net. « Tu fiches tout en l'air, je te déteste !» Elle l'a hurlé si fort que j'ai cru que les vitres allaient se briser. Sarah tremblait. Et pour la première fois, j'ai vu dans son regard de la peur envers sa propre fille. Là, j'ai compris qu'on avait laissé la situation déraper trop loin. J'ai dit à Emma qu'elle devait s'excuser auprès de sa mère, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, qu'elle nous faisait du mal. Je m'attendais à ce qu'elle éclate en larmes ou se renferme, mais pas du tout. Elle s'est jetée sur Sarah et lui a griffé le visage à sang. « Tu es juste jalouse parce qu'il m'aime plus que toi. » Je l'ai arrachée à sa mère, mais elle a couru dans sa chambre, bloquant la porte avec la commode. De l'autre côté, on l'entendait répéter en boucle « Je suis désolé, je t'aime. Je suis désolé, je t'aime. » À ce stade, Emma n'était plus vraiment le centre de mes préoccupations. J'ai emmené Sarah aux urgences pour la soigner. Elle n'arrêtait pas de me supplier de venir en aide à Emma, persuadée qu'elle n'était plus elle-même. Je lui ai promis qu'on s'occuperait d'elle dès qu'elle irait mieux. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je voyais ma fille comme avant, le lendemain, la fillette que j'ai retrouvée n'était plus Emma. Cette nuit-là, vers 2 heures, j'ai été réveillé par des bruits parasites dans le babyphone. Le cœur battant, j'ai foncé dans la chambre de Jake, redoutant qu'Emma lui ait fait du mal. Dès le couloir, j'ai aperçu une grande ombre près du berceau. Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé. Emma se tenait là, au-dessus du berceau, une paire de ciseaux à la main, le regard vide, comme en pleine crise de somnambulisme. Monsieur Patches dit que si on répare ses yeux, il pourra toujours le voir, a-t-elle chuchoté. J'ai tenté de lui arracher les ciseaux, mais elle s'est débattue avec une force insoupçonnée, tout en pleurant. Monsieur Patches dit que c'est la seule façon d'être pardonné. Il dit que Jake doit le voir. J'entendais dehors les sirènes qui approchaient. Emma ricanait nerveusement, répétant « En ce moment, il te touche l'épaule, papa. Tu ne sens pas ses doigts ?» Les ciseaux sont tombés lorsque j'ai finalement réussi à les lui prendre. Elle continuait de se débattre, incroyablement forte pour son âge, ses ongles plantés dans mes bras. Sarah a surgi dans la chambre, le visage encore bandé. À ce moment précis, l'attitude d'Emma a complètement changé.
Son regard égaré s'est soudain radouci. Des larmes ont coulé sur ses joues pendant qu'elle s'écroulait contre moi, secouée de sanglots. « Papa me fait mal, il me fait mal !» hurlait Emma, sa voix résonnant à travers les vitres qu'elle avait déverrouillées un peu plus tôt. Les sirènes se rapprochaient, et j'ai soudain compris avec angoisse l'image que ça donnait. Ma fille criant des accusations alors que je lui tenais les bras. Les policiers ont déboulé dans la chambre de Jake, la main sur leur ceinturon, découvrant la scène. Les ciseaux jetés à terre, les joues trempées d'Emma, ma posture maladroite. Un agent nous a doucement séparés pendant que son collègue vérifiait Jake, qui, miraculeusement, dormait encore dans son berceau. Elle avait des ciseaux, ai-je commencé à balbutier, mais Emma m'a coupé la parole, éclatant en nouveaux sanglots. « Il m'a attrapé trop fort !» gémit-elle à l'adresse de la policière accroupie près d'elle. « Je voulais juste surveiller mon petit frère !» Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard, examinant les bras d'Emma où de légères marques rouges apparaissaient, traces de ma poigne. Pendant qu'on lui prenait ses constantes, elle jouait à merveille la petite fille effrayée et maltraitée par son père. Sarah a bien essayé d'expliquer l'histoire de Monsieur Patches et des dessins, mais les policiers étaient focalisés sur la détresse immédiate d'Emma. À l'hôpital, on nous a séparés. Une assistante sociale au regard doux, clipboard à la main, m'a posé des questions dans un petit bureau, pendant que Sarah attendait avec Jake dans une autre pièce. Par la vitre, j'apercevais Emma qui captivait les infirmières. Son hystérie s'était envolée comme par enchantement. Elle leur faisait des dessins, racontait ses histoires d'école, tout à fait l'image de la fillette de 7 ans sans histoire. « Votre fille affirme que vous lui avez fait du mal », m'a annoncé l'assistante d'une voix mesurée. Elle a été très constante dans ses propos, auprès de plusieurs membres de l'équipe. J'ai eu l'estomac noué. Emma avait tout préparé. Chaque détail qu'elle donnait semblait réfléchi, crédible. Elle a raconté que je me mettais en colère quand elle évoquait Monsieur Patches, que je la retenais quand elle voulait jouer avec Jake, que sa mère avait trop peur pour intervenir. L'équipe de psychiatrie a observé Emma des heures durant. Elle n'a pas prononcé une seule fois le nom de Monsieur Patches devant eux. Quand enfin Sarah et moi avons pu la voir, elle s'est précipitée dans nos bras, scène parfaite de retrouvailles parent-enfant. Mais, dès qu'on a eu le dos tourné, elle a glissé à mon oreille une phrase qui m'a glacé le sang. « Monsieur Patches dit que tu apprends. » Ils l'ont placé en observation psychiatrique pendant 72 heures, après que j'ai insisté sur la sécurité de Jake en montrant les photos des dessins sur mon téléphone. Le psychiatre semblait s'inquiéter plus de mon obsession pour l'ami imaginaire que du comportement d'Emma, mais le protocole oblige à la prudence dès qu'il s'agit de la sécurité d'un enfant. Nous sommes rentrés chez nous à 4 heures du matin, lessivés et abasourdis. Sarah est partie vérifier Jake pendant que je m'affalais sur le canapé, encore sous le choc. C'est là que j'ai remarqué que la porte de la chambre d'Emma était entrouverte. Pourtant, nous l'avions fermée en partant. À l'intérieur, derrière la bibliothèque, j'ai découvert un carnet que nous n'avions jamais vu. J'avais les mains qui tremblaient en tournant les pages, toutes remplies de dessins soigneusement datés, de l'écriture appliquée d'Emma. Les premiers remontaient à 6 mois, bien avant qu'elle ne nous parle de Monsieur Patches pour la première fois. La progression était effrayante. Au début, des bonshommes maladroits, puis peu à peu, des scènes de violence de plus en plus explicites envers Jake. Ce n'était alors pas de simple gribouillage d'enfants, mais une planification méticuleuse. Des dessins du lit de Jake vus sous tous les angles, de sa routine, des moyens de s'approcher de lui à notre insu. Sarah m'a retrouvé là, entourée de preuves du long mensonge de notre fille. Elle s'est effondrée à la vue d'un dessin daté de 3 semaines, le lit de Jake souligné de croix à la place des yeux, exactement comme celui qui nous avait alertés. Elle préparait ça, a soufflé Sarah. Tout ce temps, elle préparait ça. À 8 heures, la sonnette a retenti. Une travailleuse de l'aide sociale à l'enfance était sur le pas de la porte, badge à la main. Elle venait pour un contrôle de routine après le signalement de l'hôpital. Nous nous sommes précipités pour cacher le carnet, le planquant dans le placard de notre chambre, tandis qu'elle inspectait la maison. Elle a relevé d'un air impassible les éraflures sur le visage de Sarah, pris des photos de la chambre d'Emma, vérifié nos provisions et nos dispositifs de sécurité. Nous avons souri, opiné du chef, jouant le rôle des parents inquiets mais responsables, alors que nos pensées s'emballaient. Comment expliquer tout ce dont notre fille de 7 ans était capable? Qui pourrait croire qu'un enfant orchestre une manipulation aussi froide? L'établissement psychiatrique a appelé juste alors que l'assistante sociale quittait la maison. Monsieur Patches était passé du compagnon des goûters d'anniversaire au cauchemar de la famille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « intervention psychiatrique ». Et je suis presque sûr qu'à la version d'Emma de Cache-Cache, il manque cruellement le recours à une aide professionnelle. Emma refusait de prendre ses médicaments, paraît-il. Elle répétait qu'elle devait rentrer à la maison pour protéger Jake de Monsieur Patches. L'ironie ne nous échappait pas, elle se servait de nos propres peurs, jouant à merveille la grande sœur dévouée. Le 2e jour de son hospitalisation, on nous a enfin autorisé à lui rendre visite. Emma paraissait tout à fait normale, tranquillement installée à colorier dans la salle commune. Elle a fièrement montré ses dessins, des familles heureuses et des maisons bariolées. Mais alors qu'une infirmière passait, elle nous a regardés de ses yeux candides. « Monsieur Patches est très en colère contre vous », a-t-elle lâché sur un ton détaché. « Il dit que vous avez enfreint les règles. » Ce soir-là, Sarah s'est aperçue que ses anxiolytiques avaient disparu. Nous avons retourné la pharmacie, fouillé chaque tiroir, avant que Sarah ait la présence d'esprit de regarder dans la chambre d'Emma. Là, dissimulé dans une peluche, on a retrouvé le flacon à moitié vide. Emma avait pris les comprimés de sa mère.
Nous étions incapables d'en comprendre la raison, jusqu'à ce que l'horrible vérité s'impose à nous. Elle avait fait ses propres expériences, compris les effets des pilules, et il n'était pas impossible qu'elle s'en soit servie sur elle-même pour paraître plus calme lors des évaluations. Le psychiatre de l'hôpital, avec tout le détachement de sa fonction, a balayé nos doutes en quelques phrases. À son âge, les amis imaginaires, c'est parfaitement courant, nous a-t-il assuré. Ce dont Emma a besoin, c'est d'un environnement stable et d'une thérapie en famille. L'hospitalisation risque d'être plus traumatisante qu'autre chose. Le lendemain, j'ai craqué au boulot. Mon patron m'a trouvé assis dans la salle de pause, la tête entre les mains, incapable d'expliquer pourquoi je n'arrivais plus à me concentrer sur mes tableurs Excel alors que ma fille semblait vouloir s'en prendre à mon fils. Il m'a donné un congé d'urgence sans poser de questions, même si j'ai bien vu l'inquiétude dans son regard. C'est là que la crèche a appelé. L'ancienne copine d'Emma, une petite Lily, faisait des cauchemars et piquait des crises de larmes. Un jour, en pleine crise, elle a raconté à son institutrice ce qu'Emma lui soufflait à l'oreille pendant qu'elle jouait. La crèche ne voulait pas entrer dans les détails, mais nous a conseillé de discuter avec la mère de Lily. On l'a retrouvée sur le parking, à la sortie, aussi épuisée que nous. Quand on lui a expliqué ce qui se passait chez nous, son visage est devenu blafard. Lily refuse de dormir toute seule, a-t-elle avoué. Elle dit qu'Emma lui raconte des choses précises, des méthodes pour faire du mal au bébé, comment faire passer ça pour un accident. C'est ce qui a tout déclenché. 3 autres familles, à demi-mot, ont fini par admettre que leurs enfants ne venaient plus jamais jouer chez nous depuis qu'Emma avait commencé à inventer des jeux inquiétants. Ils n'osaient pas en parler, persuadés qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise passe. Une mère a fondu en larmes en expliquant qu'Emma avait montré à sa fille de 4 ans les points précis où appuyer pour couper la respiration d'un bébé. Ce soir-là, le père est tombé sur un autre carnet, caché dans le garage. Cette fois, il s'agissait des fameuses instructions de Monsieur Patches, toutes rédigées avec un soin presque maniaque. Page après page, Emma détaillait des stratégies de manipulation, comment faire semblant de pleurer, quels mots employer pour faire culpabiliser les adultes, comment paraître normal sous le regard des médecins. La sœur de Sarah a fini par avouer qu'elle avait gardé pour elle un incident survenu 2 mois plus tôt. Elle avait surpris Emma en train d'apprendre à sa propre fille de 3 ans à jouer et à dormir avec un oreiller. Elle était intervenue aussitôt, mais, pensant qu'Emma n'était qu'une gamine un peu étrange, elle n'avait pas voulu nous alarmer. On a tout rassemblé dans un classeur. Dessins, témoignages, preuves du comportement calculateur d'Emma. Et en voyant tout étalé devant nous, la vérité nous a frappé de plein fouet. Qui pourrait nous croire? Quel spécialiste regarderait ces preuves sans penser qu'on était simplement des parents à bout, prêts à tout pour diaboliser notre enfant? La mesure de placement temporaire de 7 jours touchait à sa fin. Le jour de la réunion de sortie, Emma s'est montrée irréprochable. Elle nous a présenté ses excuses, assuré qu'elle voulait devenir une grande sœur exemplaire, et même laissé couler quelques larmes au moment idéal, en disant combien Jake lui avait manqué. Le psychiatre a recommandé une thérapie en ambulatoire et nous a remis des brochures sur l'éducation positive, puis nous a renvoyés chez nous. Le retour s'est fait dans un silence lourd, jusqu'à ce qu'Emma, à l'arrière de la voiture, prenne la parole d'une voix limpide et enjouée. « Monsieur Patches vous a aussi beaucoup manqué », a-t-elle lancé, tout sourire dans le rétroviseur. Il dit qu'on va enfin pouvoir être réunis à nouveau. À peine arrivée dans l'allée, Emma a enlevé sa ceinture et s'est précipitée vers la porte d'entrée, fredonnant un air que je n'avais jamais entendu. Les mains de Sarah tremblaient quand elle a sorti Jake de son siège auto, le serrant contre elle de façon démesurée. Je regardais Emma attendre devant la porte, sa petite silhouette découpée par la lumière de l'après-midi, incarnation parfaite de l'enfant sage et innocente que le psychiatre avait cru voir en elle. À l'intérieur, Emma a filé droit dans la chambre de Jake. Je me suis interposé dans le couloir, bloquant la porte. Elle a penché la tête, plongé son regard dans le mien avec un calme glaçant, sans la moindre once de naïveté enfantine. Elle a prétendu qu'elle voulait juste s'excuser auprès de son petit frère et lui prouver qu'elle allait mieux. Sa prestation était impeccable, avec ce tremblement dans la voix, cette façon de triturer nerveusement ses doigts. Si je n'avais pas vu les carnets, si je n'avais pas entendu les autres parents, j'aurais pu la croire. Sarah a emmené Jake dans notre chambre, le temps que je raccompagne Emma dans la sienne. Elle traversait la maison comme si elle en mémorisait chaque détail, ses yeux s'attardant sur les fenêtres, les poignées de porte, le babyphone posé sur le plan de travail. Une fois dans sa chambre, elle s'est installée sur son lit, alignant soigneusement ses peluches en demi-cercle, chuchotant à chacune tour à tour. Cette première nuit, Sarah et moi avons à peine fermé l'œil. On avait mis le lit de Jake dans notre chambre, mais chaque grincement, chaque souffle de vent contre les vitres nous faisait tressaillir. Vers 3 heures du matin, on a entendu la porte d'Emma s'ouvrir. Je l'ai trouvée debout dans le couloir, fixant la porte de notre chambre. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle s'est simplement retournée et a rejoint sa chambre sans dire un mot. Le lendemain matin, j'ai posé des verrous sur la porte de la chambre de Jake, des modèles qui se ferment de l'extérieur. Emma m'observait depuis le seuil de sa chambre pendant que je bricolais, impassible. Sarah gardait Jake contre elle, refusant de le poser, même le temps de préparer le petit déjeuner. On a instauré de nouvelles règles. Il y avait toujours l'un de nous deux réveillé, toujours quelqu'un sur le qui-vive. On a sécurisé la maison au maximum. Verrous sur chaque placard, chaque tiroir, même la lunette des toilettes. Emma nous regardait faire avec la patience d'une joueuse d'échecs qui attend son heure. 3 nuits plus tard, je me suis réveillé en entendant un bruit de raclement. Emma était agenouillée devant la porte fermée à clé de la chambre de Jake, en train de glisser une épingle à cheveux dans la serrure. À la lumière de la lune, son profil était tendu, concentré, absorbé par sa tâche. Quand j'ai raclé ma gorge, elle n'a même pas sursauté. Elle s'est juste relevée, a laissé tomber l'épingle et est repartie dans sa chambre comme si de rien n'était. Le lendemain matin, en consultant la tablette,
J'ai découvert qu'Emma avait passé la soirée à regarder des vidéos YouTube sur le crochetage de serrures, alors qu'on la croyait absorbée par ses habituels jeux éducatifs. Son historique révélait des heures à étudier en détail les systèmes de sécurité domestique, les blocs-portes pour enfants, voire même les cycles de sommeil des nourrissons. À 7 ans à peine, elle nous observait comme des sujets d'expérience. Sarah a suggéré qu'on se relaie pour dormir. Je prenais la nuit, elle assurait la journée. Nous circulions dans la maison comme des surveillants, non pas pour empêcher quelqu'un de partir, mais pour protéger Jake de sa propre sœur. La maison paraissait rapetissée chaque jour, et il fallait sans cesse manœuvrer avec précaution pour éviter l'incident qui ramènerait les services sociaux. Emma déjouait chaque nouvelle précaution avec une ingéniosité inquiétante. Les couteaux enfermés, elle fabriquait elle-même des objets tranchants à partir de jouets cassés. Une fois sa chambre vidée de tout ce qui pouvait représenter un danger, elle avait commencé à collecter tout ce qu'elle trouvait de potentiellement utile dans les pièces communes, sous notre nez. Trombone tordu en crochet, élastique transformé en lien, crayon taillé en pointe, et ses dessins, désormais, elle les laissait bien en vue, dans le lit de Jake, dès que Sarah quittait la pièce 30 secondes, glissée dans mon sac de travail, ou sous la porte de notre chambre, la nuit venue. Chaque nouveau dessin était plus inquiétant que le précédent, représentant Jake dans des situations de plus en plus angoissantes, toujours avec Monsieur Patches en fond. Nous avons fini par joindre le psychiatre recommandé par notre mutuelle. Le docteur Martinez nous a écoutés avec un calme imperturbable, puis a proposé d'orienter la créativité d'Emma vers des activités positives comme l'art-thérapie, la musique, la danse. Lorsque nous avons tenté de lui expliquer à quel point ses comportements étaient réfléchis, il s'est contenté de nous rappeler d'un ton rassurant que les enfants réagissent souvent de façon inattendue à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Au bout de la 2e semaine, Sarah a quitté son emploi. De toute manière, impossible de payer une crèche pour Jake avec toutes les factures de psychiatrie. Elle passait donc ses journées à suivre Emma à la trace, tentant de conserver un semblant de quotidien tout en marchant sur des œufs pour éviter le drame. On lisait l'épuisement dans ses cernes, dans ses mains qui tremblaient dès qu'elle croyait que je ne la regardais pas. La guerre psychologique menée par Emma s'est alors fait plus subtile. La nuit, elle restait plantée devant notre porte, à murmurer avec Monsieur Patches, juste assez fort pour qu'on l'entende. Elle a commencé à raconter des histoires à n'importe qui voulait l'écouter. Le facteur, la caissière, le voisin qui passait avec son chien. Elle racontait qu'elle avait faim parce que sa mère l'oubliait, que son père l'enfermait dans sa chambre, qu'on ne jurait plus que par Jake. Petit à petit, les voisins nous ont évités. Je surprenais des regards méfiants quand j'allais relever le courrier. J'entendais les conversations s'arrêter à mon passage. Emma avait réussi à nous isoler de toute forme de soutien, et elle le savait parfaitement. Le sourire satisfait qu'elle m'a lancé quand Madame Anderson a filé chez elle sans nous saluer m'a glacé le sang. Un samedi après-midi, la mère de Sarah est venue nous rendre visite, officiellement pour nous donner un coup de main avec les enfants. Au bout d'à peine 1 heure, Emma était déjà installée sur ses genoux et lui demandait d'un ton faussement innocent « Dis, mamie, tu sais combien de temps un bébé peut retenir sa respiration sous l'eau ?» Juste parce qu'elle voulait apprendre à Jake à nager, a-t-elle précisé. La panique sur le visage de la mère de Sarah, venue nous raconter la scène, n'avait d'égal que le calme avec lequel Emma coloriait à côté, comme si de rien n'était. Pendant que les autres enfants regardent des dessins animés, Emma, elle, se perfectionne sur YouTube en crochetage de serrures. Inutile de préciser que ça, on ne le racontera jamais dans son album de bébé. Sa détermination à pénétrer dans la chambre de Jake aurait presque de quoi impressionner si elle n'était pas aussi inquiétante. Nous avons tenté une réunion de famille, pensant pouvoir enfin aborder les choses franchement. On a parlé d'émotions, de son rôle de grande sœur, des bonnes façons d'exprimer la frustration. Emma a tout écouté d'un air attentif, hochant la tête au bon moment, allant jusqu'à verser quelques larmes quand nous lui avons dit combien nous l'aimions. J'y ai cru, l'espace d'un instant. Cet espoir s'est envolé le soir même, lorsque je l'ai trouvé planté devant le berceau de Jake, un oreiller à la main. Dans l'émotion de la réunion, nous avions oublié de verrouiller la porte. Elle a laissé tomber l'oreiller en me voyant, prétextant vouloir donner à Jake son coussin spécial, parce qu'il n'avait pas l'air bien installé. Son mensonge était si bien ficelé qu'un instant j'ai failli la croire. Le baptême prévu pour la semaine suivante, qui aurait dû être un événement heureux, s'est transformé en source d'angoisse. Toute la famille de Sarah serait là, y compris des cousins avec des bébés, des anciens qui ne comprendraient pas pourquoi on ne laissait pas Emma porter son petit frère. On a envisagé d'annuler, mais cela aurait soulevé des questions auxquelles on n'était pas prêts à répondre. Emma nous a surpris en train de parler de la confier à une babysitter pour le jour J. Elle n'a pas dit un mot pendant 12 heures, se contentant d'errer dans la maison, silencieuse comme un fantôme. Ce mutisme glaçant était bien pire que toutes ses crises précédentes. Quand elle a fini par ouvrir la bouche, c'était pour nous annoncer que « Monsieur Patches est très vexé de votre décision ». Le matin même du baptême, la babysitter a annulé. Lorsque nous avons appelé pour confirmer, elle s'est confondue en excuses, expliquant que Sarah l'avait déjà appelé pour annuler, affirmant que la fête était reportée. Mais Sarah n'avait jamais passé ce coup de fil. Emma imitait à la perfection la voix de sa mère. Faute de mieux, Sarah est restée à la maison avec Emma, pendant que j'emmenais Jake à son rendez-vous chez le pédiatre, impossible à reporter. Ce n'était qu'une visite de routine, vaccin et pesée. Au moment d'installer Jake dans son siège auto, Emma nous observait depuis la fenêtre, la paume posée contre la vitre, dans un geste qui ressemblait autant à un adieu qu'à une menace. Le cabinet du pédiatre se trouvait à une vingtaine de minutes en voiture. Un quart d'heure après notre départ, mon téléphone a vibré. Un message de Sarah. Je ne la trouve nulle part. J'ai agrippé le volant et fait demi-tour en catastrophe, les pneus hurlant sur l'asphalte. Derrière moi, Jake s'est mis à pleurer, sentant ma panique. J'ai retrouvé Sarah dans le jardin, la voix tremblante d'angoisse alors qu'elle appelait Emma. On a fouillé la maison de fond en comble, chaque pièce, chaque placard,
la moindre cachette. Ce n'est qu'en entendant un petit rire étouffé venant du dessous de la maison que j'ai compris, Emma avait trouvé l'entrée du vide sanitaire, qu'on avait complètement oublié. Elle est ressortie, couverte de terre et d'araignées, tenant fermement quelque chose dans sa petite main. Lorsqu'elle l'a ouverte, c'est le bracelet de naissance de Jake qui est tombé dans l'herbe. Elle a expliqué d'un ton désinvolte qu'elle collectionnait des trophées. Monsieur Patches aimait garder des choses spéciales de personnes spéciales. On a alors découvert, en fouillant, des cachettes disséminées dans toute la maison, derrière les plaintes, dans les bouches d'aération, jusqu'à l'isolation du grenier. Des photos de Jake, des mèches de ses cheveux, sa première tétine, même le test de grossesse positif de Sarah, soigneusement conservé dans sa boîte à souvenirs. Emma semblait bâtir une sorte d'hôtel à son frère, ou peut-être à ce qu'elle avait l'intention de lui faire. L'affrontement qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que nous avions connu. Elle n'a ni pleuré, ni crié. Elle a ri, d'un rire d'une lucidité glaçante pour une fillette de 7 ans. Elle nous a lancé d'une voix parfaitement calme que nous ne pourrions pas les surveiller tous les deux éternellement, que les parents devaient bien dormir à un moment, que les serrures s'ouvraient, que les fenêtres aussi, et que les bébés étaient fragiles. Ce soir-là, je suis tombé sur son deuxième carnet, caché dans un livre creusé de sa bibliothèque. Dedans, elle avait dessiné des plans détaillés de la maison, avec des mesures précises, et noté scrupuleusement nos emplois du temps. Quand Sarah allait prendre sa douche, quand je passais mes appels, quand Jake dormait. Elle avait repéré chaque instant de vulnérabilité dans notre routine. Le lendemain, une collègue de Sarah a appelé, inquiète de son absence. En tant que référente, elle a posé des questions très directes sur notre situation familiale. Sarah a réussi à détourner la conversation, prétendant qu'elle profitait de ce temps pour tisser des liens avec le bébé, mais j'ai vu la méfiance dans le regard de sa collègue quand elle est venue déposer des papiers. À la sortie de l'école, Emma se métamorphosait en enfant modèle. Elle bavardait gaiement avec les enseignants, montrait ses dessins, embrassait ses camarades pour leur dire au revoir. Le contraste entre son visage d'ange à l'extérieur et son comportement à la maison était tel que j'ai fini par douter de moi-même. Est-ce que j'inventais la menace? Est-ce que c'était moi qui, par paranoïa, étais en train de détruire notre famille? Ce doute s'est évanoui quand les parents de Sarah ont proposé d'emmener Emma le temps d'un week-end. Pendant l'appel de préparation, Emma s'est installée sur les genoux de sa grand-mère et, l'air de rien, a glissé « Maman me frappe quand papa n'est pas là ». L'accusation, lancée avec une innocence désarmante, a suffi à faire bondir sa grand-mère, qui a aussitôt confronté Sarah. La famille s'est scindée. Ceux qui avaient eu vent du comportement inquiétant d'Emma ont pris notre parti. Les autres, qui ne voyaient aucune fillette adorable en public, nous ont jugés responsables. La sœur de Sarah a rappelé à tout le monde l'histoire de l'oreiller avec son fils, mais ceux qui soutenaient Emma ont balayé l'incident en parlant de malentendus. Petit à petit, notre soutien s'est effrité, Emma orchestrant l'isolement dont elle semblait avoir besoin. J'ai compris l'étendue de sa manipulation en découvrant qu'elle écoutait nos conversations nocturnes. Elle avait déplacé son lit contre la cloison et utilisait un verre pour amplifier les sons. Chaque stratégie discutée, chaque crainte exprimée, elle les retenait et s'adaptait. Sans le vouloir, on lui apprenait à devenir plus redoutable. La recherche d'un nouveau psychiatre nous a porté un nouveau coup dur. Emma a raconté à la secrétaire que son ancien médecin l'avait touchée de façon déplacée. L'accusation a déclenché une enquête obligatoire, même si nous savions qu'elle mentait. Emma souriait paisiblement devant les enquêteurs, inventant une histoire si cohérente que j'ai moi-même failli douter. Le psychiatre a été blanchi, mais nous avons été mis à l'écart. La rumeur s'est répandue à toute vitesse. On était devenus ses parents qui auraient laissé passer des abus, puis tenté de faire interner leur fille quand elle avait parlé. En un seul mensonge, Emma nous avait coupé de toute aide professionnelle. Les amis ont commencé à s'éloigner à mesure que les rumeurs circulaient à l'école. Fini les invitations aux anniversaires, les propositions de rendez-vous pour jouer étaient de poliment déclinées. L'histoire d'Emma, colportée à voix basse parmi les élèves puis reprise par les parents, avait fait de nous des parias. Jake a commencé à prendre du retard dans son développement. Les tensions, les nuits sans sommeil, le fait qu'il soit constamment sur le qui-vive, tout cela a fini par peser. Il n'a plus babillé, arrêté de tendre la main vers ses jouets, plus de sourire. Notre pédiatre s'en était inquiété, mais que dire? Comment expliquer que sa sœur était la cause sans passer pour fou? Sarah a fini par quitter définitivement son travail. La pression financière a été immédiate, brutale, mais il était hors de question de laisser Jake à la crèche, là où Emma aurait pu lui nuire. On a vendu la voiture de Sarah, résilié tous les abonnements, mangé du riz et des haricots le soir. Chaque euro comptait pour maintenir les enfants séparés. J'ai trouvé le 3e carnet d'Emma, caché dans les combles du garage, et ce que j'y ai lu m'a glacé le sang. Elle avait dessiné des pierres tombales, chacune avec une date. Celle de Jake pour le lendemain, la mienne pour la semaine suivante. Celle de Sarah, le mois d'après, tout en bas d'une écriture appliquée. Monsieur Patches dit que c'est l'ordre. La réunion de famille d'urgence que nous avons convoquée ce soir-là a viré au fiasco. On a proposé d'envoyer Emma dans un programme de thérapie en pleine nature, dernier recours pour les enfants en grande difficulté. Mais Emma nous avait entendu préparer la réunion. Elle est arrivée en petite fille modèle, a mis le couvert, apporté des boissons à tout le monde, joué sagement avec ses cousins. Quand nous avons abordé nos inquiétudes, elle a offert une prestation digne d'une actrice. Elle a versé quelques larmes, avouant qu'elle avait été jalouse de Jake, mais assurant qu'elle travaillait dessus avec sa thérapeute. Elle a serré fort ses grands-parents, leur confiant combien elle craignait que papa et maman ne l'aiment plus. À la fin de la soirée, nous étions devenus les méchants de l'histoire, les parents incapables de comprendre leur fille hypersensible. C'est cette nuit-là que la campagne de privation de sommeil a commencé. De petits bruits chaque heure, un léger tapotement contre le mur, le plancher qui grince, un rire étouffé,
Jamais assez pour nous réveiller tout à fait, mais suffisant pour nous empêcher de vraiment dormir. Moins d'une semaine plus tard, Sarah s'est mise à avoir des hallucinations à force d'épuisement. Je me suis endormie à un feu rouge, réveillée par des klaxons. J'ai surpris Emma dans le garage, en train de bricoler des outils avec des cintres et des jouets démontés. Elle profitait du Wi-Fi non sécurisé des voisins pour regarder des tutoriels YouTube qui lui apprenaient à fabriquer des instruments capables de passer sous les portes. Elle était d'une concentration impressionnante, manipulant tout ça avec la précision d'un petit chirurgien. À bout, nous avons contacté un centre spécialisé. La coordinatrice de l'admission nous a écoutés avec bienveillance, jusqu'au moment où elle a parlé du prix. 30 000 $ par mois, non pris en charge par l'assurance tant qu'aucun incident grave n'était officiellement constaté. Emma avait surpris la conversation, cachée dans la bouche d'aération. Cette nuit-là, elle a chuchoté à travers les murs qu'elle n'avait qu'à être plus discrète. L'infirmière pédiatrique du cabinet de Jake a appelé sans prévenir, remarquant notre état pendant les rendez-vous. Avec prudence, elle nous a glissé. Officiellement, je ne peux rien dire, mais j'ai déjà vu des cas similaires. Elle nous a recommandé le Dr Chen, une spécialiste du comportement qui savait comment s'y prendre avec des enfants comme Emma. Pour la première fois depuis des mois, nous avons eu un peu d'espoir. Le Dr Chen a observé Emma lors de 3 séances, utilisant des techniques qui déjouaient de ses manipulations habituelles. L'arrivée du Dr Chen, c'était comme si le boss final débarquait dans un jeu vidéo dont Emma avait déjà terminé le mode entraînement. Enfin, quelqu'un capable de percer à jour ses performances d'actrice et sa routine glaçante avec la marionnette Monsieur Patches. Elle repérait les micro-expressions qu'Emma ne contrôlait pas, la froideur calculée de ses réponses, la façon dont elle inspectait la pièce à la recherche d'une arme tout en jouant avec ses cubes. Son rapport fut le premier avis professionnel à valider ce que nous vivions au quotidien. La recommandation est tombée immédiatement. Placement dans un centre spécialisé, à 2 états d'ici. Le coût était exorbitant, mais avec le dossier du Dr Chen, nous avions peut-être une chance d'obtenir une prise en charge par l'assurance. On a commencé les démarches, même rehypothéquer la maison pour payer la compte. Emma, elle, semblait sentir que le piège se refermait. Du jour au lendemain, elle est devenue étrangement docile, aidant à la maison, jouant sagement, proposant même de lire une histoire à Jake à travers la porte fermée à clé. Son acceptation aurait dû nous rassurer, mais au contraire, elle m'a angoissé comme jamais. La dernière semaine, on a compris à quel point elle était préparée. J'ai retrouvé son 4e carnet, couvert d'observations sur nos réactions, nos stratégies, nos faiblesses, soigneusement notées au fil des semaines. La dernière page, datée du matin même, portait juste cette phrase. Monsieur Patches dit qu'il reste encore du temps pour tout arranger. Ce soir-là, Emma a paru vraiment désolée pour la première fois. Sans rien demander, elle a aidé Sarah à préparer le dîner, a mis la table avec minutie, utilisant les couverts en plastique que nous utilisions depuis plusieurs semaines. Chaque geste semblait réfléchi, presque solennel, comme si elle voulait graver chaque détail de notre quotidien dans sa mémoire. Le lendemain soir, Emma est venue vers nous, les larmes aux yeux, demandant si elle pouvait préparer sa valise pour le centre. Sarah et moi avons échangé un regard méfiant, mais nous l'avons laissé plier ses vêtements et les ranger dans la valise neuve. Elle a posé chaque vêtement avec soin, puis a déposé son ours en peluche préféré tout au-dessus avant de fermer la valise. Elle a même demandé à dire bonne nuit à Jake à travers la porte fermée, posant sa petite main contre le bois en murmurant quelque chose d'incompréhensible. Quand elle s'est retournée, son visage était impassible et elle est allée se coucher sans la moindre protestation. En repassant dans sa chambre, j'ai retrouvé le 4e carnet d'Emma. Les pages regorgèrent de détails sur nos routines, nos réactions, toutes les mesures de sécurité mises en place. Mais c'est la dernière phrase qui m'a glacé le sang. Monsieur Patches dit qu'il reste encore du temps pour tout arranger. À 2 heures du matin, j'ai été réveillée par des bruits de griffures. Pas les petits bruits subtils d'Emma pour nous empêcher de dormir, non. Des griffures frénétiques, désespérées. Je me suis précipitée dans le couloir et j'ai trouvé Emma qui s'arrachait la peau des bras avec ses ongles jusqu'au sang. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à hurler qu'on l'avait enfermée et blessée. Sarah a composé le 15 pendant que j'essayais d'empêcher Emma de s'infliger plus de mal. Elle se débattait avec une force insoupçonnée, répétant inlassablement qu'on lui avait fait ça. Quand les secours sont arrivés, elle était couverte d'égratignures et de bleus, tous placés stratégiquement pour maximiser l'effet. Les policiers ont immédiatement traité la situation comme un cas de maltraitance. Emma a joué son rôle à la perfection, tremblante, en larmes, exposant fièrement ses blessures. Elle a raconté comment nous la faisions souffrir depuis la naissance de Jake, comment nous l'enfermions la nuit, comment elle avait faim parce qu'on oubliait de la nourrir. À l'hôpital, le personnel a soigneusement noté chaque marque sur son corps pendant qu'elle déroulait un récit précis de maltraitance. Elle savait exactement quel détail déclencherait une procédure, quelle phrase ferait douter l'équipe de notre capacité à être de bons parents. Sarah et moi, impuissants, avons assisté à la scène tandis que notre fille orchestrait sa manipulation la plus aboutie. Le lendemain, les services sociaux ont imposé la présence d'un surveillant à la maison, 24 heures sur 24. Une équipe se relayait pour observer chacun de nos gestes, noter notre façon d'éduquer et s'assurer de la sécurité des 2 enfants. Emma avait transformé notre maison en véritable poste de surveillance, où des inconnus scrutaient le moindre de nos gestes. La référente, Madame Rodriguez, s'était installée dans notre salon, carnet en main et regard acéré. Dès son arrivée, Emma s'est lancée dans une opération séduction. Elle lui montrait ses dessins, s'enquérait de ses enfants, retrouvant des manières parfaites que nous n'avions pas vues depuis des mois. En quelques heures à peine, elle tentait déjà de prendre la main sur Madame Rodriguez. À chacune de mes entrées dans une pièce, Emma sursautait légèrement. Quand Sarah approchait, elle se rapprochait aussitôt de la surveillante.
Tous ces faits et gestes semblaient pensés pour renforcer son histoire d'enfant à protéger. Mais Emma n'avait pas mesuré l'expérience de Madame Rodriguez. Cette dernière avait côtoyé de vraies victimes, savait déceler la peur authentique derrière les apparences. Elle notait scrupuleusement chaque tentative de manipulation, relevait le calcul derrière chaque sursaut, chaque larme parfaitement placée, chaque tremblement calibré. Le deuxième jour, elle a surpris Emma dans la chambre de Jake lors d'un passage de relais. La porte, d'ordinaire fermée à clé, était entr'ouverte. Emma se tenait au-dessus du berceau, un coussin à la main. Prise sur le fait, elle a fondu en larmes, prétendant vouloir le confort de son petit frère. Le rapport transmis à la supérieure de Madame Rodriguez a déclenché une audience en urgence. Le juge devait réévaluer la situation et décider si les enfants pouvaient rester chez nous. Nous avions 48 heures pour préparer notre dossier, tout en vivant sous observation. À l'approche de l'audience, le comportement d'Emma s'est accentué. Elle a commencé à souffler à l'oreille de Madame Rodriguez des histoires sur Monsieur Patches, ses vies cachées dans les murs, et les choses qu'il lui racontait au sujet des bébés. La surveillante notait tout, consciente du côté très construit de ses confidences, du regard d'Emma qui guettait ses réactions tout en jouant l'innocence. Le matin même de l'audience, Emma a refusé de toucher à son petit déjeuner, accusant qu'on avait empoisonné sa nourriture. Pourtant, lorsque Madame Rodriguez lui a proposé de lui préparer autre chose, elle a mangé sans hésiter, en nous lançant un regard de victoire. Chacun de ses gestes semblait pensé pour impressionner le tribunal. Au palais de justice, Emma a été entendue par visioconférence, dans une pièce adaptée aux enfants. Son témoignage glacé par sa maîtrise, elle décrivait des maltraitances imaginaires avec une cohérence déconcertante, parsemant son récit de silence bien placé pour paraître sincère. Elle pleurait au moment clé. Sa voix se brisait en évoquant sa peur de rentrer à la maison. L'avocat de l'État s'appuyait sur ces déclarations pour étayer l'accusation de maltraitance grave. Notre propre avocate, commise d'office et débordée, semblait sur le point de nous conseiller d'accepter un compromis. Les rapports de la surveillante ont été écartés, jugés potentiellement biaisés puisqu'on aurait pu influencer Madame Rodriguez. C'est alors que le Dr Chen a été appelé comme témoin à notre décharge. Elle avait traversé la nuit pour venir, apportant son dossier détaillé sur Emma. Son témoignage, clinique et précis, a complètement renversé la situation. Elle a décortiqué les ressorts de manipulation d'Emma, sa connaissance du système, le calcul derrière chacune de ses accusations. Le juge a suspendu l'audience pour examiner les rapports du Dr Chen. Pendant la pause, Emma a sans doute senti que tout changeait. À la reprise, elle a pris la parole sans y être invitée. Sa voix avait changé, plus mûre, presque adulte. Elle a détaillé ce qu'elle ferait à Jake si elle devait rentrer, comment Monsieur Patches lui avait appris la patience, qu'elle avait attendu jusqu'ici et pouvait attendre encore. La salle est restée pétrifiée devant son monologue. Elle est allée jusqu'à menacer les petits-enfants du Dr Chen, dont elle avait appris les prénoms on ne sait comment. Elle a expliqué avoir mené sa propre enquête sur chaque membre du tribunal, savoir où ils vivaient, où leurs enfants étaient scolarisés. Le masque était tombé, définitivement. Le juge a aussitôt ordonné une expertise psychiatrique, confiée à un spécialiste désigné par le tribunal. En quelques heures, l'évaluation a confirmé ce que le Dr Chen avait déjà consigné. Emma présentait des troubles sévères, nécessitant une prise en charge intensive. L'avocat de l'État a retiré sa plainte, devant l'évidence de la manipulation. Le placement a été prononcé dans l'après-midi. Emma serait transférée dans un établissement spécialisé, exactement celui que le Dr Chen avait recommandé dès le départ. Cette fois financé d'urgence par l'État tant le dossier semblait grave. Le transfert a eu lieu dès le lendemain matin. Emma s'est dirigée vers le fourgon de transport avec un calme déconcertant, ne jetant qu'un bref regard en arrière vers la maison. Son expression, sereine, presque satisfaite, donnait l'impression qu'elle avait tout orchestré depuis le début. Avant de monter, elle a lancé à l'agent de transport, d'une voix assez forte pour que nous l'entendions, « Monsieur Patch sait attendre ». La maison n'était plus la même sans elle. Jake s'est remis à gazouiller en quelques jours, retrouvant ses jouets, nous offrant des sourires d'un bonheur pur de bébé. Sarah et moi avons repris le fil de notre vie, prudemment, toujours sur le qui-vive, vérifiant les serrures, sursautant au moindre bruit la nuit, nous attendant encore à voir Emma apparaître dans un coin de porte. Nous avons rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants présentant des troubles graves du comportement. La première réunion se tenait dans une salle paroissiale, à peine 6 autres couples qui, eux aussi, connaissaient la douleur d'aimer un enfant dangereux. Personne n'a remis en doute notre histoire ou laissé entendre que nous n'avions pas tout tenté. Sarah a pu reprendre un emploi à temps partiel pendant que j'adaptais le mien pour rester avec Jake. Nos finances ont un peu repris souffle, même si les factures de l'établissement nous suivront longtemps. Nous avons fini par vendre la maison et déménager dans un logement plus petit, sans cachette ni recoin. Les visites mensuelles surveillées avec Emma n'ont laissé entrevoir aucun progrès. Elle nous attendait, assise dans la salle de visite, évoquait calmement Monsieur Patches, ses projets, combien Jake lui manquait. Elle savait tenir sur la durée. Emma avait fait de sa propre mise à l'écart le coup de maître de son plan, comme une joueuse d'échecs sacrifiant sa reine pour finir par faire échec et mat 3 coups plus tard. Le personnel racontait qu'Emma avait tenté de manipuler 3 membres de l'équipe dès son premier mois, chaque fois avec des subterfuges plus sophistiqués que la précédente. D'autres familles du groupe de soutien partagèrent des expériences similaires. Des enfants qui avaient caché leur vraie personnalité jusqu'à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, ou encore qui avaient réussi à tromper une multitude de professionnels avant de recevoir enfin le bon diagnostic. Nous avons compris alors que nous n'étions pas seuls, que nous n'étions pas des parents incompétents et que le trouble de notre fille ne venait pas de nous. Le 2e anniversaire de Jake a été vécu avec des sentiments mitigés.
Nous l'avons célébré dans notre nouvelle maison, entouré d'un petit cercle d'amis qui nous étaient restés fidèles. Emma avait envoyé une carte depuis l'établissement avec un dessin de famille où le visage de Jake était raturé. Nous l'avons rangé avec les autres, ces papiers dont nous espérions ne jamais avoir à nous resservir. Les rapports de l'institution étaient très clairs. L'esprit vif d'Emma échafaudait des stratégies de manipulation de plus en plus complexes, mais le personnel formé savait les détecter et y mettre fin à chaque fois. Ils nous ont expliqué qu'il lui faudrait sans doute un accompagnement toute sa vie. Sa maladie pouvait être contrôlée, mais pas guérie. 2 ans après cette nuit terrible avec les ciseaux, nous avions trouvé une nouvelle forme d'équilibre. Jake s'épanouissait en maternelle, franchissant chaque étape avec enthousiasme. Sarah et moi, il nous arrivait encore de dormir à tour de rôle, certaines habitudes ayant la vie dure. Nous avons appris à vivre avec la douleur de perdre un enfant qui est pourtant toujours là, à aimer quelqu'un en qui nous ne pouvions plus placer notre confiance. Emma restait en institution, son esprit toujours en alerte, inventant sans cesse de nouveaux stratagèmes que les soignants savaient désormais anticiper. Nous lui rendions visite chaque mois, conservant un lien tout en protégeant celui que nous avions failli perdre. Notre amour pour Emma passait désormais par des portes verrouillées et des visites surveillées, dans cette distance devenue nécessaire pour la sécurité de tous. Les autres familles du groupe de soutien étaient devenues notre seconde famille. On partageait nos conseils, on se réjouissait ensemble des petites victoires, on pleurait aussi les rechutes. Quand de nouveaux parents arrivaient, le regard perdu et plein de détresse, on reconnaissait ce que nous avions ressenti quelques années plus tôt et on leur offrait la compréhension qui nous avait tant manqué. Nous avions compris que notre histoire n'était pas exceptionnelle, seulement rarement racontée. Le dilemme de devoir choisir la sécurité d'un enfant au détriment de la liberté d'un autre était, pour bien des familles, une réalité tristement familière. Nous avions choisi la vie de Jake plutôt que la présence d'Emma, une décision qui nous hanterait toujours, mais que nous referions sans hésiter. Bon sang, c'est dingue, mais on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous savez déjà que je ne ferme jamais l'œil.